Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. La semaine dernière, c'était le 8 mars. Que certains continuent, malgré tous nos postes préventifs, à traiter comme la fête de la femme. À nous, les roses, les rouges à lèvres et les pastilles de lave-vaisselle. Mais cette année, j'ai l'impression d'avoir senti une nouvelle impulsion, un parfum un peu différent. Celui de l'appel à une grève féministe. Un appel d'ailleurs relayé par plusieurs syndicats. C'est une idée qui demande visiblement encore à faire son chemin. Au-delà de l'aspect anticapitaliste qui saute aux yeux à première vue quand on parle de grève, je pense que c'est aussi un enjeu féministe pas assez exploité. Comme on dit, le féminisme sans lutte des classes, c'est du développement personnel. C'est un peu radical une grève ? Non. Bon, ça c'était la version courte. Parce que demander gentiment en souriant n'apporte pas grand-chose, parce que la grande cause du quinquennat est traitée d'une façon qui la rend aussi efficace qu'une promo sur les sacs d'aspirateurs, parce que le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes nous rappelle que la grande marche vers l'égalité, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, etc. Mais j'ai l'impression que cette question de grève féminine ou féministe ne résonne pas trop auprès du grand public. Alors la grève, un truc d'homme ? Les mouvements ouvriers, rien que le nom, déjà, il y a un indice, dont on se souvient, était souvent masculin, et pas toujours très ouvert aux femmes. Alors que les femmes ouvrières morflent souvent encore plus que les hommes et pour un salaire moindre, comme d'hab. Mais finalement, si on y réfléchit bien, c'est pas étonnant. Si une grève, c'est gueuler, désobéir, faire du bruit, demander plus, exiger qu'on reconnaisse notre valeur, tu m'étonnes qu'on ne l'associe pas spontanément aux femmes, parce que nous sommes socialisés à être discrètes, pas trop en demander, être polies et ne surtout pas sortir du rang. Et malgré tout ça, à en croire certains, on demande déjà trop. D'après un récent sondage, 50% des jeunes hommes britanniques interrogés trouvent que l'égalité entre les femmes et les hommes va trop loin. C'est vous dire si on n'est pas sorti du sable. Pourtant, à chaque génération, les femmes bougent et font bouger les choses. Et après chaque révolution, on réécrit l'histoire au masculin et on écarte les femmes trop radicales, car sinon, qui va garder les mômes ? Par exemple, les femmes étaient super impliquées dans la Révolution française, et pour cause, elles voyaient bien le prix du pain augmenter, vu que c'est elles qui s'occupaient de la bouffe. Elles sont même allées chercher le roi à Versailles, un épisode souvent tourné en dérision par les historiens d'ailleurs, qui trouvent l'épisode proprement ridicule. Soit on sous-entend que c'était des hommes déguisés, soit on dépeint ces révolutionnaires comme des harpies ou des poissardes. Alors que bon, c'est carrément badass quand on y pense, cette histoire. Très vite, les hommes révolutionnaires ont évincé les femmes des votes, des débats, allant même jusqu'à taxer de tricoteuses, ouais, tu reprendras bien un peu de condescendance, celles qui s'obstinaient à assister au débat. Une misogynie magistralement couronnée quelques années plus tard par Napoléon, phallocrate en chef, qui redonne tout pouvoir aux hommes sur les femmes. Ouf, quel soulagement. Si le sujet t'intéresse, je ne peux que te recommander Rage Against the Machisme de Mathieu de Larère, qui refait l'historique de tout ça. Petite citation extraite de ce livre et qui résume très bien le propos. Les femmes travaillent, depuis longtemps donc, et en tant que travailleuses, elles ont lutté pour avoir des droits comme tous les travailleurs, des droits égaux à ceux des travailleurs, et des droits qui reconnaissent leur spécificité de femme, le fait qu'elles puissent être enceintes, et oui. Ce livre revient aussi sur les concepts de, entre guillemets, vagues féministes, qui sous-entendent qu'on doit mener un combat à la fois selon un calendrier bien précis, ce qui fait un peu théorie du complot, et entraîne le fameux « il y a des combats plus importants » dès qu'on déroge de ce fameux calendrier, et à l'exclusion de toute intersectionnalité, c'est-à-dire le recoupement de plusieurs formes d'oppression. Disons-le franchement, cette approche super linéaire du progrès social n'est pas hyper efficace pour renverser un système, n'est-ce pas ? À croire que c'est fait exprès. Par exemple, il ne faut pas croire que pendant que les femmes, essentiellement bourgeoises, demandaient le droit de vote, il n'y avait pas aussi des ouvrières qui demandaient de meilleures conditions de travail, ou des femmes noires qui luttaient à la fois contre le racisme et le sexisme, voire l'esclavage carrément. Je vous laisse deviner pourquoi seule la lutte pour le droit de vote est entrée dans les livres d'histoire masculins. Contrairement à l'image qu'on peut en avoir, les femmes n'ont pas commencé à travailler, ici au sens d'activité rémunérée et déclarée, au XXe siècle. En tout cas, certainement pas les femmes pauvres ou non blanches.
C'est juste que ça arrange tout le monde de ne pas trop y penser. Enfin, tout le monde. Vous m'avez comprise. Pour reprendre une citation de Flora Tristan, « L'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. » Elle a dit ça en 1843. C'est ainsi que les mouvements ouvriers oubliaient souvent les femmes et voulaient aussi qu'elles restent à la maison. Tout ça pour dire que les grèves de femmes, qu'on les qualifie de féministes ou non, ça ne date pas de la semaine dernière. Elles sont même bien plus anciennes que le mot féminisme lui-même. Je sais pas si c'est mon biais de confirmation qui chante encore, mais en ce moment, j'ai l'impression d'en voir partout des grèves, qu'elles soient féminines ou féministes. Et c'est trop bien. Une grève féministe? Les féministes de nos jours, elles vont trop loin, on peut plus rien dire avec ces histoires de harcèlement sexuel. Avant, elles étaient beaucoup plus raisonnables. Bon, ok, j'arrête de jouer au bingo toute seule. À la fin du 19e, nous apprend Titu Lecoq dans Les Grandes Oubliées, les femmes se sont mises en grève pour leur dignité. La plus connue a eu lieu en 1905, à Limoges, dans une usine de porcelaine dont 25% des ouvriers étaient des femmes, et 16% des enfants. J'en profite pour saluer les adeptes du « c'était mieux avant ». Des femmes soumises à un contremaître qui les forçait à coucher sous peine d'être virées, avec le soutien du patron. Merci patron. Vraiment, c'était mieux avant. Elles ont fini par faire grève, avec le soutien du syndicat, puis ça a fait tache d'huile, et elles finissent par avoir gain de cause. En 1905, bien sûr, pas en 2025. Ce qui nous apprend que, déjà, ça date pas d'hier, ces histoires, entre guillemets. Le féminisme, c'est pas que pour des bourgeoises qui s'ennuient, et ça n'a jamais été le cas. Il suffit pas de demander gentiment « Merci patron ». Ça marche quand même mieux avec le soutien des syndicats et des collègues masculins, car le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes, chacune dans son coin. Tiens, le changement serait-il systémique ? Plus proche de nous, on pourrait aussi citer la grève des agentes de nettoyage de la gare du Nord en 2018, qui couvrait elle aussi des questions de harcèlement, mais aussi les conditions de travail. Il s'agissait dans ce cas de femmes non seulement précaires, ouvrières, mais racisées, dont le travail est systématiquement invisibilisé. Ce qui montre bien qu'on est loin du féminisme bourgeois qui a pignon sur rue. Un sujet qui fera l'objet d'un épisode à part entière, c'est prévu, ça serait beaucoup trop long pour que je détaille ici. C'est une question qui touche tout le monde, même si, et ce n'est certainement pas un hasard, c'est probablement parce que ce sont les plus inoffensives, c'est toujours des mêmes dont on parle. Autre exemple, l'an dernier, en plein pendant les réformes des retraites, il y a aussi eu par exemple les grèves des salariés, je mets salariés au féminin, de Verbaudet. Au féminin parce que c'était essentiellement des femmes, même si masculin générique oblige, beaucoup de manchettes titraient sur les salariés et en grève. Une façon toute simple d'invisibiliser le mouvement, de penser les femmes grévistes comme des anomalies, même quand elles sont majoritaires. Là encore, il s'agit d'ouvrières, mais aussi beaucoup de mères célibataires, qui souffrent donc doublement des faibles salaires. Et j'ai envie de finir ces exemples sur une grève bien particulière, du genre qui me fait beaucoup rêver, le long vendredi. Nous sommes en octobre 1975 en Islande. Oui, Sherlock, un vendredi. 90% des Islandaises se mettent en grève. Au boulot, oui, mais aussi à la maison. Elles ne font rien, de rien, de rien. Enfin, à part des manifs. Plus d'école, plus de tâches ménagères, plus personne pour s'occuper des mômes, plus personne pour assurer toutes les professions soi-disant peu qualifiées et donc attribuées aux femmes. Pas de secrétaire, d'opératrice de téléphone, ni personne pour imprimer les journaux, faire tourner les usines de poissons. Du coup, plus personne ne peut travailler. Et ce travail invisible est devenu très 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 visible. Et ça a ouvert la voie à plein de changements législatifs. Bah ouais, fallait pas risquer de devoir changer les couches 2 jours de suite. Franchement, si ça vous donne pas envie ce genre d'histoire. Donc tous les exemples que je viens de citer sont tirés de la vraie vie véritable, mais dans la pop culture aussi, on en voit des grèves de femmes, plus ou moins tirées de la vie réelle d'ailleurs. Je t'ai sélectionné 3 exemples, 3 formats, de quoi contenter tout le monde. Je veux commencer par une BD qui illustre très bien la trajectoire de jeunes femmes dépolitisées et insouciantes qui finissent par s'unir et faire beaucoup de bruit pour changer les choses. Il s'agit de Radium Girl de Psy, ou Psy. Ça s'écrit C-Y, je ne sais pas comment on prononce. Bon, là, je triche un peu. Ce n'est pas vraiment une grève, mais des femmes qui ont carrément attaqué leur employeur en justice pour faire évoluer le droit du travail aux États-Unis. Un combat qui a donc profité à beaucoup de gens. Et c'est pas rien. Donc cette bande dessinée nous parle des Radium Girls, des ouvrières américaines employées dans l'industrie horlogère des années 20 et empoisonnées à leur insu par la peinture au radium qu'on mettait pour que les cadrans brillent dans la nuit. Ceci à cause du procédé dit du Lip Deep Paint, soit lèche ton pinceau, trempe-le dans le radium et peins les cadrans, et ainsi de suite toute la journée.
Vraiment, c'était mieux avant. Comme je le disais, ravagées par le radium, elles attaquent leur entreprise en justice et finissent par gagner après un âpre combat pour protéger les autres. Ben oui, parce qu'elles étaient malheureusement déjà empoisonnées. La BD met l'accent sur ces femmes, leur perte d'innocence, leur amitié. Elle s'inspire d'une biographie de Kate Moore qui détaille plus la bataille judiciaire. Mais perso, j'ai lu que la BD. On va maintenant revenir à nos histoires de grève avec un film. Il s'agit de Enola Holmes 2. Je plaide coupable, j'adore ces films. C'est frais, c'est marrant, c'est féministe avec la subtilité d'un mammouth sous stéroïdes. Et évidemment, le deuxième avait tout pour me plaire, vu qu'il est basé sur des événements historiques, même si ça paraît pas forcément à première vue. Et évidemment, c'est très romancé. Enola Holmes, c'est pas un documentaire historique, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est aussi, je trouve, une bonne réécriture de Sherlock Holmes qui vieillit tellement mal sur les aspects sociaux. Sérieux, j'ai essayé d'écouter des audiobooks récemment et ça pique. En gros, Enola mène l'enquête sur des disparitions et des morts suspectes d'ouvrières dans une usine d'allumettes au 19e siècle, dont Sarah Chapman qui a vraiment existé. Tout le temps que je regardais le film, je me disais, quand même ces histoires d'allumettes rouges et blanches, ça me dit quelque chose. Puis la lumière s'est faite dans mon esprit. Et j'avais déjà entendu parler du destin des allumetières version Canada. Allumetières de tous les pays, unissez-vous, dans un podcast que j'aime beaucoup et qui s'appelle Les pires moments de l'histoire. Incroyable mais vrai, on y rencontre des problèmes similaires de sécurité du travail, on va dire ça comme ça. Le sort de nos allumetières, qu'elles soient britanniques ou canadiennes, qui tombent malades en faisant leur travail, nous rappelle aussi que non, ça ne serait pas une bonne idée de laisser les entreprises se réguler elles-mêmes, ou espérer avoir entre guillemets un bon patron. Qu'il a fallu sacrément se battre pour le moindre truc et qu'on doit continuer à le faire, jamais se contenter de ce qu'on a en se disant que ça s'arrangera tout seul. Le film nous rappelle aussi que si t'as envie d'être entendu, faut gueuler, y a pas de secret. Si tu demandes gentiment, on te revoit gentiment au charbon. Mes métaphores combustibles prennent un peu l'eau, je trouve. Pour faire un parallèle avec l'écriture inclusive, mon domaine de spécialité, si tu te demandes ce que ça fiche au milieu des allumettes, je suppose que c'est pour ça que les femmes qui t'enjoignent à ne pas faire de vagues et à laisser la langue évoluer toute seule, il y a des combats plus importants, m'agacent autant. Parfois plus d'ailleurs que les trolls misogynes qui sont clairement identifiables et facilement bloquables. Car c'est naïf de penser qu'en face, ils sont raisonnables et laissent la langue évoluer naturellement et qu'ils sont de bonne volonté, que ça va changer tout seul. Quand ton boulot te rend malade, t'as pas trop le luxe d'attendre que le plafond de verre fonde tranquillement à son rythme. Si tu veux te faire entendre, si tu veux être visible, il faut faire du bruit, pas arranger tes allumettes en attendant que ça se fasse tout seul. Et je vais finir par un gros coup de cœur de ce début d'année, le roman Tête haute de Cathy Hittack. Parce que dans notre vrai monde, pendant que les ouvrières de Limoges luttaient contre le harcèlement sexuel, les sardinières de Douarnenez luttaient d'abord pour un salaire à l'heure en 1905, puis pour de meilleurs salaires en 1924. Et c'est ça qui sert de trame de fond au roman. Ce sont des histoires de sœurs qui s'entrecroisent. On a déjà 2 pleines sardines et 2 sœurs de la bourgeoisie parisienne. Et à Douarnenez, en 1924, ça chauffe dans les usines de sardines et les ouvrières se mettent en grève. Pendant ce temps-là, Angel part à Paris pour travailler comme bonne, tandis que Carole cherche sa voie et son identité face à la jalousie et à l'incompréhension de sa sœur. Je dois dire que je ne m'attendais pas à trouver autant de thématiques dans aussi peu de pages, c'est extrêmement riche et bien écrit. On y parle en vrac de grève de femmes, de lutte des classes, d'émancipation, mais aussi d'intersexuation et de genre, ce qui, l'air de rien, entraîne aussi une réflexion sur la langue. Ouais, rien que ça. Nos héroïnes fictives côtoient des personnages historiques comme Joséphine Pencalet et Daniel Leflanchec. Si tu lis Rage Against the Machisme, tu risques de les recroiser. J'ai particulièrement aimé les scènes de grève qui montrent que la grève peut aussi être un temps de joie, de rencontres, d'échanges sur plein de sujets, comme la maternité, de partage, d'entraide. Car la grève, ce n'est pas juste avoir peur toute seule dans son coin sans salaire qui tombe, c'est aussi la découverte de l'autonomie et de la solidarité. Le problème, c'est pas juste toi, et donc la solution ne vient pas juste de toi non plus. Enfin, on a cette idée de transmission intergénérationnelle des luttes, l'importance de ne pas oublier que nos acquis sociaux ne nous sont pas tombés tout crus dans le bec, et que les femmes aussi se sont battues, et qu'on doit continuer à le faire, et qu'il faut des idéalistes pour rêver d'un monde meilleur et aller le chercher. Point commun entre toutes ces histoires, ça m'émeut toujours beaucoup de penser à celles qui nous ont précédées et se sont battues pour améliorer les choses à leur échelle. Comme d'hab, l'histoire, écrite par et pour les hommes jusqu'à très récemment,
a vite fait de les glisser sous le tapis pour qu'on continue de croire que les hommes ont tout fait et ont tout donné aux femmes. N'oubliez pas de sourire et de dire merci. Non seulement le capitalisme nous isole, mais il nous coupe de notre matrimoine. Et donc, j'ai énormément de gratitude pour ces créatrices qui s'emparent de l'histoire et des combats de ces femmes pour nous les raconter à leur manière et avec talent dans leur format de prédilection, pour qu'on puisse se les réapproprier, mais aussi réactiver la transmission intergénérationnelle des combats féministes au lieu de réinventer la roue à chaque fois, insuffler des mouvements collectifs, la solidarité, initier des discussions, réapprendre à gueuler et à désobéir. Alors notre long vendredi, c'est pour bientôt ? M'ont inspiré pour cet épisode Rage Against the Machisme de Mathilde Larère, Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq, Radium Girl de Si, Tête haute de Cathy Itac et le film Enola Holmes 2. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!